Bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci déjà à Stéphanie Dupillon et à Aurélie Couzy pour la suggestion de me faire intervenir aujourd'hui. Merci à l'Europe des forums du projet urbain et architecturaux, à Jean-Baptiste Marie pour l'invitation et donc me donner la possibilité de parler devant vous dans le cadre de ce magnifique programme engagé pour la qualité du logement de demain. C'est pas rien, il y a au moins 4 mots, 3 termes extrêmement importants dans cette affirmation. 1, engagé, on va y revenir. 2, qualité du logement, c'est pas rien. Et demain. Donc qualité du logement, alors, on parle du logement, donc la matrice essentielle à la fois de la vie et de la ville. Demain, on est dans une vision prospective, répondre aux enjeux complexes aujourd'hui, les crises multiples que l'on traverse et comment anticiper finalement cet avenir très incertain qui est en train de se dessiner. Et puis engagé, parce que oui, pour arriver à faire ça, il faut à la fois de la détermination, de l'opiniâtreté et finalement une vraie forme d'engagement. Donc c'est un vrai combat et je trouve cette initiative extrêmement intéressante avec l'idée que ces 97 projets sélectionnés aujourd'hui et vous toutes et tous réunis aujourd'hui, soyons, et tous les intervenants, parce qu'il y a eu beaucoup, et il va encore y avoir cet après-midi beaucoup d'intervenants. Donc engagés là aussi pour l'engagement finalement pour la qualité du logement, donc formions comme ça une espèce de groupe de pionniers et d'ambassadeurs. Alors c'est tellement important finalement cette histoire de l'habitat, de l'habiter au sens large du terme, au sens heideggerien du terme, que en me posant la question de engager pour la qualité du logement de demain, finalement, c'est quoi et quoi dire, ça m'a fait penser à, alors attention, c'est une référence un peu geek, hein, à la question sur le sens de la vie, de l'univers et du reste. C'est une question un peu ouverte qui est posée dans un bouquin qui est devenu la Bible des geeks, qui s'appelle Le Guide du voyageur galactique de Douglas Adam en 1979. Et donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la référence. Donc, l'ordinateur tourne pendant 7,5 millions d'années. Il faut quand même pas mal de temps déjà pour répondre à la question de quel est le sens de la vie, de l'univers et du reste. Et donc, au bout de 7,5 millions d'années, l'ordinateur répond 42. Totalement absurde. Mais 42, finalement, alors quand on lui pose la question, mais pourquoi 42? C'est totalement absurde, ça fait 7 millions et demi d'années qu'on attend, et pourquoi tu nous donnes cette réponse? Alors il répond tout simplement, oui, je sais, c'est un peu étrange, je pensais bien que ça allait pas vous plaire, mais du coup, j'ai vérifié scrupuleusement et soigneusement, et c'est bien la réponse exacte, c'est bien 42. Et après, il finit par « Mais je pense que vous n'avez peut-être pas compris tout à fait le sens de la question. » Bon, donc évidemment, ça renvoie. Alors 42, du coup, je me suis dit, ça serait intéressant, vu... Aujourd'hui, c'est découpé, enfin, à la fois, vous êtes des porteurs de projets, donc on parle des projets. Il y a des expertises et des experts, donc des groupes de travail qui ont été organisés ce matin, d'autres cet après-midi, autour de thèmes précis. Donc plutôt une approche, on va dire, sectorielle, par expertise. Donc je me suis dit, il ne faut pas que je fasse ni de l'expertise, ni de la méthodologie, parce que ce n'est pas à moi de le faire, ni parler des projets, et encore moins des miens, parce que ça n'a aucun intérêt peut-être pour vous. Mais en tout cas, plutôt compter ou essayer de répondre à cette question de l'habitabilité au travers de... Alors évidemment, j'aurais bien aimé faire 42 récits, mais ça va pas être très très simple. 42, bon ben voilà, je vous dis, c'est la référence des geeks, c'est un chiffre assez beau, mais qui dit aussi d'ailleurs, si vous prenez une feuille vous connaissez cette histoire-là, si vous prenez une feuille de papier de 0,1 mm d'épaisseur et que vous fassiez l'exercice de la plier 42 fois, c'est pas du tout évident, hein. Donc la première fois, ça fait 2 épaisseurs, ensuite 4, ensuite 8, etc. Et en fait, si on la plie 42 fois, on arrive à une distance assez incroyable de 439 804 km, ce qui est en gros 15% de plus que la distance de la Terre à la Lune. Donc on peut faire pas mal de choses finalement avec une feuille de papier et toujours cette métrique ou cette magie du nombre 42. Donc je me suis dit, 42, finalement, c'est bien. C'est bien, donc il faut faire 42. Et 42, c'est aussi d'ailleurs la réponse qu'utilisent les geeks quand on leur pose une question et qu'ils n'ont pas la réponse. Ils répondent du coup 42, évidemment. Donc comme je ne sais pas très bien si j'ai la réponse à la question qui est posée, finalement, je dirais aussi 42. Donc voilà, 42. Donc 42 récits, si on se dit que, puisque oui, engagé, il faut l'être, je le suis, vous l'êtes, nous le sommes, finalement, c'est un peu de l'ordre du manifeste pour la qualité du logement de demain qu'on est en train de construire là, je pense. Donc voilà, je plaide pour un espèce de manifeste en 42 points, peut-être, ça serait pas mal, qui est la réponse au sens de la vie, tout simplement. Et manifeste en 42 points. Après, j'ai compté, je me suis dit, bon, si j'accorde une importance
minimum à chacun de mes récits, il faudrait peut-être compter chacun des récits en 7 minutes. Donc 42 fois 7, ça fait 294. Donc nous sommes partis pour, et très exactement, 5 heures moins 6 minutes, 294. Donc c'est bon, on est large. J'ai vu que le programme se terminait à peu près à cette heure-là. On devrait pouvoir s'en sortir. Bon, évidemment, non. Alors, il y a deux façons de faire. Soit je vais beaucoup plus vite. Alors là, je vais essayer de parler de plus en plus vite pour que, du coup, j'arrive à loger les 294 minutes dans les 55 minutes qui restent. Ou sinon, peut-on commencer par un certain nombre de récits et puis je vous laisserai écrire les suivants, ceux que vous êtes déjà en train d'écrire dans vos projets. Donc voilà pourquoi 42, point d'interrogation, récit d'habitabilité. Alors, après cette petite introduction légèrement absurde, eh bien, nous allons entamer un petit voyage. Nous allons aller en zizanie, et avant d'aller en zizanie, nous allons faire un petit détour en absurdie. Ce petit détour en absurdie nous permet d'aborder la question et la question critique que tout le monde se pose aujourd'hui, de faut-il construire ? Pourquoi construire, finalement ? Attention, c'est un raisonnement par l'absurde, mathématiquement vrai, comme on le dit là, et sociologiquement faux. Mais c'est un raisonnement qui commence à être utilisé, donc utilisons-le. Si on s'en tient à la démographie en France aujourd'hui, elle est faible, vous le savez, c'est pas grand-chose. On est en gros à un taux de renouvellement de la population en France de l'ordre de 0,2%. Il y a une partie du sol naturel. Alors au jour d'aujourd'hui, on est à peu près sur 200 000 habitants nouveaux en France sur l'année qui vient. Les tendances de l'INSEE, vous en avez entendu parler, nous annoncent une perspective décroissante, voire largement décroissante. Attention, on continue dans le raisonnement par l'absurde. On va prendre aujourd'hui 200 000 habitants, et on va se placer assez vite à 110 000 habitants et 50 000 habitants nouveaux à loger. En gros, le taux d'occupation des logements aujourd'hui, il est de 2,2 habitants en moyenne par logement. Ça a été cru, parce qu'en fait, on dit toujours, et c'est ce qui est indiqué dans le référentiel pour la qualité du logement, que les surfaces de logement ont diminué et que c'est un vrai problème. Certes, la surface des logements a diminué pour une typologie donnée, mais le nombre d'occupants par logement, lui aussi, a diminué. Donc finalement, la surface des logements, la surface par habitant a plutôt augmenté. Donc peut-être il faudrait plutôt arrêter de faire des typologies plutôt que de raisonner sur finalement la typologie égale, on fait des logements plus petits, puisque finalement on est moins nombreux. Donc il faudrait atypologiser les logements de manière à ce qu'un T3 puisse devenir un T2 ou un T1, etc. Bon, enfin, ça c'est une petite parenthèse pour dire, du coup, à 2,2 habitants par logement, sur 200 000, ça veut dire qu'en gros, ça donne, alors c'est très théorique puisque je raisonne de manière synchrone alors que c'est complètement asynchrone, mais en gros, ça veut dire qu'on a un besoin de logement de 90 000 par an au jour d'aujourd'hui. Qu'une fois qu'il y aura plutôt 150 000 habitants en plus, on aura un besoin de logement plutôt de 70 000. Et puis, à terme, finalement, on n'aura pas besoin de logement. Bon, c'est juste pour interroger, parce qu'en fait, on affirme en permanence qu'il faudrait peut-être faire 500 000 logements, 350 000, 250 000, 249 000, 129 000. Aujourd'hui, on commence à dire, finalement, il ne faut pas en faire. Bon, voilà, c'est pour ça que c'est un petit raisonnement par l'absurde. Finalement, quel besoin, puisque la première question en environnement, c'est de savoir, un, quel est le besoin, et deux, comment je réponds à ce besoin. Très souvent, on fait des réponses, et après on se demande, finalement, est-ce qu'il y a un besoin qui pourrait correspondre à l'offre que je viens de faire ? Donc en environnement, il faut faire l'inverse. Il faut d'abord interroger le besoin. Et puis, il y a un autre chiffre qui interroge, c'est le nombre... le nombre de résidences principales n'a pas énormément augmenté. Par contre, alors le nombre de résidences secondaires et d'usage occasionnel, lui, augmente. Par contre, il y en a un qui augmente de manière très très importante, c'est le nombre de logements vacants. D'une manière qui est extrêmement brutale et qui interroge énormément. Au jour d'aujourd'hui, on est à 8,3% de logements vacants. 8,3% de logements vacants. Sur en gros 37 500 000 résidences aujourd'hui, logements, ça veut dire qu'on a un peu plus de 3 millions de logements inutilisés. Le nombre de résidences secondaires et d'usage occasionnel, c'est plutôt de l'ordre d'un petit 10%. Donc ça veut dire qu'on a aussi 3 750 000 résidences, logements, utilisés que de manière partielle. Ça interroge quand même. Au total, on a 6 750 000 bâtiments en fait, qui sont soit pas utilisés, soit utilisés que de manière occasionnelle. Bon, je ne sais pas si je suis en train de dire qu'il ne faut pas avoir de résidence secondaire, mais pas complètement loin de ça non plus. Mais en tout cas, ça interroge.
Premier chiffre, d'abord, on a dit 90 000 logements, un besoin de 90 000 logements nouveaux aujourd'hui. Bah, ça, c'est un petit raisonnement qui est dans la ville stationnaire. Si on divise par 36 000 communes, en fait, il suffit d'aller trouver par an 2,5 logements par commune, 90 divisé par 36. Donc finalement, ça paraît très simple tout ça. C'est le problème du logement vu comme ça. Il suffit de trouver 2 logements et demi dans chaque commune et on aura résolu le problème. Et puis, si on raisonne sur ces logements vacants, 90 000 sur un stock de logements vacants de 3 85 000, ça veut dire que finalement, on a un stock pour éponger les besoins en logement de 33 ans dans les logements vacants. Donc finalement, on a de quoi voir venir. Et si on va sur la perspective décroissante qui est annoncée par l'INSEE, finalement, ce stock de 33 ans de logements inoccupés qui pourraient être occupés, finalement, peut devenir un stock de 50 ans, voire un stock de 100 ans. Merci. Si donc on raisonne sur une perspective décroissante. Voilà, donc le petit raisonnement absurde, mais qui fait quand même un peu réfléchir, en tout cas en termes de... Enfin, je bois celui-là, c'est plus facile, sinon il faut que je me baisse. Donc qui fait réfléchir sur la question de faut-il construire? Alors évidemment, c'est un peu caricatural comme raisonnement, ça pose des questions sur autre chose, plus que la quantité. Finalement, si ces logements sont vacants, c'est que, quelque part, ils sont inappropriés. Ils sont inappropriés, en termes de situation, ce qui pose des questions, parce que ça veut dire qu'on a passé notre temps à construire des logements à des mauvais endroits. Donc peut-être demain, faudrait-il construire des logements déplaçables, ce qui pourrait aider d'ailleurs par rapport au climat. Et deuxièmement, en fait, ils sont inappropriés, en fait, ils sont inaptes à l'habitabilité. Donc ce qui pose là, fondamentalement, la question de leur qualité. Donc finalement, on passe d'un raisonnement absurde de quantitatif à une interrogation sur l'appropriation en termes de situation géographique et de qualité. Donc, ça pose la question précédemment de où faut-il finalement, où habiter et dans quoi habiter. C'était la conclusion de ce petit détour en absurdie. Ce où faut-il habiter nous emmène dans un second voyage. J'emprunte le titre du très bon ouvrage de CityLink, Voyage en Zizanie. Le ZAN, le fameux ZAN, ou esquisse une réponse sur le où habiter. Donc le ZAN, tout le monde connaît, préserver les sols, donc limiter l'artificialisation. Alors la France est championne de l'artificialisation en Europe, en tout cas. Ça, c'est des chiffres qui sont assez bien connus. 23 500 hectares artificialisés par an. Ça représente, alors ça dépend un peu des statistiques, mais si on prend des statistiques comparables, on a en gros 470 mètres carrés d'espace artificialisé par habitant en France, à comparer à 170 mètres carrés par habitant en Italie. Au Royaume-Uni, on est plutôt à 300, c'est à peu près la même chose qu'en Espagne. Donc la France, plutôt championne de l'artificialisation, et cette artificialisation, elle concerne à 68% l'habitat. Quand on décompte les surfaces artificialisées, on prend les surfaces liées à l'habitat lui-même et les infrastructures, les équipements qui sont liés à la fonction la plus proche. Donc on fait des prorata. Donc les 68%, c'est tout compris. Alors, Lausanne, ça fait un peu grincer les dents. J'ai eu l'occasion, la semaine dernière, je pense, de parler du ZAN. Moi, je trouve ça extrêmement bien en approche théorique. C'est une loi qui est très, très, très volontariste. Il ne faudrait pas qu'elle soit trop abîmée par trop de négociations et trop de consensus en amont pour que, finalement, elle perde sa substance avant de sortir. Moi, j'aime bien je trouve ça assez intéressant. Ça me fait penser à la circulaire de Barcelone qui dit on a du soleil à Barcelone, donc à partir d'une certaine date, on va considérer que tous les logements neufs doivent produire leur eau chaude sanitaire par le solaire, puisque c'est une ressource qui est là. Et donc ça paraît très dur, comme l'objectif zéro artificialisation nette, et en même temps, la circulaire de Barcelone est assortie de la petite phrase qui va bien derrière, qui dit « sauf à faire la preuve du contraire ». En fait, on ne sait pas très bien faire des lois comme ça en France, mais je trouve ça très bien de donner une direction très ambitieuse, très engagée, et évidemment d'arriver à faire redescendre l'intelligence et l'expertise sur les territoires et de pouvoir plutôt évaluer la pertinence d'une stratégie territoriale. Parce que de toute façon, un texte ne peut pas tout prévoir. On ne peut pas tout prévoir depuis Paris.
Donc il faut donner, il faut faire confiance et donner la main au territoire. Donc vous devez faire ça, très ambitieux, sauf à faire la preuve du contraire. La preuve du contraire à Barcelone, c'est qu'évidemment, si on évalue sur un bâtiment donné qu'on est à l'ombre d'un grand bâtiment qui nous prend tout le soleil, ça n'est pas très intelligent de faire de l'eau chaude solaire. Donc on peut répondre, on a regardé évidemment, voilà l'étude qui en découle, on ne peut pas le faire, donc dérogation. Mais sur cette histoire du voyage en zizanie, donc qui nous dit quelque part dans le où habiter, ne pas habiter sur les terres fertiles, parce que quand on parle d'artificialisation, c'est un terme qui est un petit peu pas complètement juste à mon sens. L'artificialisation, c'est quelque chose qui est utilisé pour augmenter en fait le rendement les rendements agricoles. Donc moi, je préfère parler de fertilisation et de défertilisation quelque part. Donc cette histoire de ne pas construire sur des sols fertiles, elle est absolument fondamentale. Je fais une petite parenthèse, puisqu'en plus en France, on a toujours tendance à dire que tout ce qu'on fait, c'est mal. Sur la question du climat, quand on regarde les chiffres de 2021 en termes de lutte contre le changement climatique, en fait, la France a réussi à tenir ses engagements sur la stratégie nationale bas carbone. Alors certes, il ne faut pas se leurrer non plus, les cibles avaient été relevées très légèrement après le Covid, donc c'était plus facile de les atteindre. Mais la France a atteint les objectifs qui sont fixés dans la stratégie nationale bas carbone qui vise la neutralité carbone en 2050, avec une tendance décroissante. Donc sur 2021, enfin sur chaque année, il y a un objectif qui est donné. Donc on a atteint l'objectif. Mais la précision importante, c'est qu'on a atteint l'objectif en émissions brutes. Par contre, si on regarde l'atteinte des objectifs en émissions nettes, on n'a pas atteint l'objectif. L'écart n'est pas monstrueux, mais on n'a pas atteint l'objectif. Qu'est-ce qui se passe entre les émissions brutes et les émissions nettes ? La différence, c'est la capacité des sols, justement, fertiles, ce n'est pas n'importe quel sol, évidemment, des sols fertiles et des forêts, à absorber une partie du carbone. Vous savez qu'il y a des stockeurs de carbone naturels, les océans, les forêts. Les océans ne sont pas décomptés dans les comptabilités par pays, parce qu'ils sont décomptés à l'échelle planétaire, c'est un bien commun. Le ciel, comme le ciel d'ailleurs, et heureusement, pour l'instant ça n'a pas encore été acheté par Elon Musk. Du coup, parce qu'il y a un droit, un jour il faudra certainement payer pour avoir du soleil. Mais en tout cas, aujourd'hui ça n'est pas le cas, donc il y a un certain nombre de biens communs qui sont des stockages de carbone, et après on décompte le stockage de carbone pays par pays. Donc les sols fertiles et les forêts sont des stockeurs de carbone. Donc on atteint en France les objectifs qu'on s'est fixés dans la stratégie nationale bas carbone en émissions brutes, mais pas en émissions nettes. En fait, c'est juste parce que les sols n'ont pas absorbé la quantité de carbone que l'on escomptait. Donc ça dit à quel point, derrière cette idée du zéro artificialisation nette, à quel point on est en train de parler de quelque chose qui est essentiel, ce sont les sols fertiles. C'est pour ça que je dis que je suis très personnellement, très en phase avec cette loi. Oui, il faut conserver des sols fertiles et il faut arriver à laisser la part à la nature d'une certaine façon. Nera parle de la part inconstructible de la terre. Moi, je parle de part inconstructible des territoires dans les projets d'aménagement et dans les projets urbains. Il faut arriver non pas à vouloir aménager et suraménager la nature, il faut juste la laisser tranquille. Et en fait, cette histoire des sols fertiles, c'est aussi laisser la nature tranquille. Mais elle est essentielle, même donc par rapport à la lutte contre le changement climatique. Donc ça, en tout cas, ça nous dit que déjà, où construire, donc pas sur les sols fertiles. Combien construire, ça, je ne sais pas, je ne suis pas le spécialiste de cette métrique, malheureusement, mais on a vu que ça nous interrogeait quand même, entre le 500 000 et le zéro, il y a des valeurs à définir. Entre les stocks, finalement, il y a des stocks dans l'existant, il y a des stocks dans les vacants, il y a des stocks dans les usages occasionnels, donc finalement, il y a pas mal de stocks partout. Mais en tout cas, ça commence à nous donner l'orientation de 1, il faut construire dans des villes, dans des établissements humains déjà constitués, donc villes et villages. Il faut peut-être arrêter de vouloir que construire dans les métropoles d'ailleurs, mais donc repenser finalement l'armature des établissements humains en France, laisser les sols tranquilles le plus possible pour continuer à jouer leur rôle d'absorbeur carbone. Donc où habiter ? Dans quoi habiter ? Évidemment, ça veut dire qu'il faut aller chercher
Les gisements, là où ils se trouvent dans les stocks. Les stocks, ce sont des bâtiments existants, donc réhabilitation ou surélévation des bâtiments existants. Ce sont des sols déjà artificialisés. Il y a pas mal de friches. Il y a pas mal de choses aujourd'hui qui ne sont pas des friches, qui deviendront des friches demain. Et donc, ça pose la question, finalement, du poids. Je ne vais pas faire rentrer trop dans le détail de ces stocks, parce que d'abord, je n'ai pas eu le temps de complètement préparer ça. Mais en tout cas, quels sont les gisements que l'on peut utiliser avant de rajouter? Les friches, rien que sur les friches industrielles, il y a des chiffres qui circulent. Hein. Alors, les amplitudes sont assez larges, mais en gros, il y a 90 000 à 150 000 hectares de friches par rapport aux 23 500 hectares artificialisés chaque année, sachant que dans la loi ZAN, l'objectif est de diviser par 2 en 2030 l'artificialisation, c'est-à-dire de tomber à 11,5. Finalement, les 150 000 hectares de friches, ça nous donne là aussi à peu près 11 ans pour voir venir avant d'aller consommer un seul mètre carré d'espace fertile. Les friches, les bâtiments existants. Donc, il y a une autre étude qui circule qui dit que, en gros, 58%, alors celle-là, elle est un peu contestée évidemment par les opérateurs commerciaux, mais que 58% des surfaces commerciales aujourd'hui ne seront plus rentables en 2030. Donc là, il y a un autre gisement, évidemment, de foncier déjà défertilisé. Et puis, sur la question du poids entre le neuf et l'existant, ça vaut en France, ça vaut dans beaucoup de pays européens, ça ne vaut pas évidemment dans des pays émergents. Il y a un petit chiffre qui traîne. Le neuf, parce que le raisonnement, c'est en gros nombre de logements existants, 37 500 000. La construction neuve, on va dire aux alentours de 350 000. Ça veut dire que le neuf représente aujourd'hui environ 1% du stock. Le flux, le neuf, ce qu'on rajoute tous les ans, le stock, ce qui est existant. Donc il y a un autre chiffre aussi qui est intéressant, c'est de se dire qu'en 2050, 80%, les logements de 2050 seront composés à 80% des logements qui sont déjà présents aujourd'hui. Donc en 2050, il devrait faire un peu plus chaud, normalement. Il devrait y avoir un peu plus d'aléas climatiques et d'aléas tout court d'ailleurs, peut-être plus de crises systémiques, puisque malheureusement, on n'est plus sur la limitation des émissions de carbone pour arriver à tenir l'objectif de plus 1,5 degré. La tendance aujourd'hui, c'est plutôt 2,8 degrés. Mais derrière ce 2,8 degrés, qui ne paraît pas méchant, parce que c'est un peu ce que je critique dans cet indicateur qui est retenu, c'est que finalement, tout le monde se dit, bon, plus 1,5 degré, plus 2,8 degrés, c'est pas grand-chose. Il faut regarder évidemment les épisodes maximalistes et leur occurrence. Et là, ça fait bien plus peur, évidemment. Donc, en 2050, les logements seront composés à 80% des logements aujourd'hui. Le neuf, 1% par an. Donc c'est le petit carré rouge sur le stock. Après, nous, on faisait remarquer déjà depuis longtemps, parce qu'en faisant le travail d'autobiographie là, pour le Grand Prix de l'urbanisme, j'ai dû remonter ma vie depuis le début. Donc j'ai trouvé un premier texte où on disait, c'était un premier texte de 2007, où on parlait à la fois du poids du neuf et du poids de l'existant, puisque en fait, les enjeux environnementaux ne concernaient quasi exclusivement que le neuf. Donc attention, ça concerne à la fois pas grand-chose. Après, on peut se dire 1%, c'est déjà pas mal. C'est qu'au bout d'un siècle, on a quelque part renouvelé le stock. Mais vous savez tous aussi que depuis à peu près les années 2000, enfin le début des années 2000, où on commence à intégrer les questions environnementales dans l'aménagement et la construction, jusqu'il y a à peu près 5 ans, on s'intéresse beaucoup dans l'environnement, finalement, à une valeur de l'environnement, qui est l'énergie. Donc on s'intéresse beaucoup à l'énergie. Il faut réduire les consommations de chauffage, il faut faire des bâtiments ultra performants, passifs, etc. On ne s'attaque pas trop à l'électricité, d'ailleurs. L'objectif, c'est vraiment réduire la consommation de chauffage. L'eau chaude sanitaire, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on ne peut pas interdire aux gens de se laver. Mais en tout cas, on s'intéresse beaucoup de 2000 à 2015-2017 à la construction neuve et à un volet dans la construction neuve qui est la performance, l'économie d'énergie et donc la performance énergétique. Pour parler du poids des choses, finalement, si vous prenez le neuf, chaque mètre carré que vous ajoutez dans la construction neuve,
pèse, on va simplifier le raisonnement, au sens RT, RE du terme, pèse environ 50 kg, enfin pèse dans le futur 50 kWh. 50 kWh par mètre carré, c'est un peu la référence, enfin le standard, on va dire, réglementaire. Les bâtiments existants sont plutôt à 250, voire 500 dans le pire des cas, kWh par mètre carré. Donc, si on continue notre petit raisonnement, le 1% du neuf, donc de la construction neuve, le flux, en termes d'intensité énergétique, ne représente que 1/10 à 1/5 de 1% en termes d'intensité énergétique, puisque les rapports 50 pour 500 ou 50 pour 250, donc finalement, ce que l'on peut adresser du problème énergétique, je parle de l'énergie blanche, hein, le chauffage, la ventilation, la cuisson, l'eau chaude sanitaire, etc. Finalement, ça ne représente par an que 0,1 à 0,2% du problème. Vous avez compris ? 1% de stock. Chacun de ces mètres carrés a une intensité énergétique dans le futur qui pèse 5 à 10 fois moins que ceux de l'existant. Donc ça veut dire que pendant 15 à 17 ans, tous ensemble, on a fait ça. Parce que c'était la demande, c'était comme ça, c'était ce qu'on arrivait à maîtriser. On a fait de la performance énergétique. Mais si on regardait bien les choses, en fait, on était en train de jouer sur quelque chose de très petit, le neuf, et dans le neuf, quelque chose déjà de très petit du fait des réglementations. Construire au niveau réglementaire, 50 kWh, ça marche tout seul. Donc ça veut dire, dit en d'autres termes, c'est un peu démoralisant, mais c'est comme ça, que finalement, on a mis environ 99,9% des moyens sur 0,1% du problème. C'est évidemment pas comme ça qu'il faut agir en environnement. Donc, ou, dit autrement aussi, pour reprendre des termes d'économistes, on a fait de la suroptimisation d'un gisement marginal. Bon, enfin, depuis 5 ans, les choses ont changé. On a compris qu'il n'y avait pas que l'énergie blanche dans la vie et qu'il n'y avait pas que le neuf, qui ne représente finalement pas grand-chose. Il n'y avait pas que le neuf. L'existant était l'enjeu numéro 1. Et enfin, du coup, on commence à être un peu plus mature. D'abord, on a adressé d'autres enjeux, dont, toujours dans les formes de l'énergie grise, l'énergie matière. Donc l'énergie blanche, c'est celle qu'on va consommer au fil de l'eau. On peut aussi l'appeler l'énergie de flux. Et l'énergie matière, donc c'est celle qu'on met dans les matériaux, dans les équipements. C'est une énergie de stock. Donc finalement, on se dit... Regardons un peu ce qui se passe toujours sur ces deux valeurs de l'énergie. Évidemment qu'il y a plein d'autres choses à adresser et que vous avez adressé aussi dans vos projets. Mais juste sur ce raisonnement énergétique macro, parce que c'est l'enjeu numéro 1 par rapport à la question du changement climatique, en fait, dans l'existant, l'énergie grise, donc l'énergie matière, elle a déjà été posée il y a un certain nombre d'années, et donc elle est ce qu'on appelle amortie. Donc il n'y a pas spécialement, sauf à faire évidemment des restructurations très lourdes qui deviennent l'équivalent d'opérations neuves, mais sinon il n'y a pas vraiment d'enjeu d'énergie grise dans l'existant. Là-haut, là. Par contre, on vient de le dire, il y a d'énormes enjeux d'énergie blanche. Passer de 250, 500 à peut-être pas 50, c'est difficile, mais peut-être passer à 100 déjà ou passer à 75. Par contre, dans le neuf, on vient de le dire, il y a un gisement d'énergie blanche extrêmement marginal. Par contre, il y a un vrai sujet d'énergie grise, puisque au moment où on va construire, on mobilise des quantités de matières très importantes qui ont été prélevées dans les ressources, on les assemble, c'est pour ça que je parle de stock, c'est stocké dans la matière et les équipements, et on le met en œuvre à un instant T, il va y avoir un pic d'énergie grise très très important. Donc à chaque construction neuve, on a un pic d'énergie grise très important et un avenir d'énergie blanche finalement qui n'est pas très important. Donc, ciblons les enjeux là où ils sont. 1. S'attaquer à l'énergie blanche, chauffage, rafraîchissement, eau chaude sanitaire, etc. Tous les usages de l'énergie dans le stock. Donc, ça, adresser finalement, attaquer l'énergie de flux dans le stock. Et réciproquement, s'attaquer à l'énergie de stock, donc l'énergie matière, l'énergie des équipements dans le flux. C'est marrant, ça s'inverse. L'énergie flux dans le stock et l'énergie de stock dans le flux. Après, on s'est dit aussi, finalement, une fois qu'on s'était rendu compte dès 2007 qu'on était en faisant de la suroptimisation d'un gisement marginal sur le neuf, parce que à l'agence, je sais pas, 99 pour être positif de pourcents
des sujets qui nous arrivaient étaient des sujets de construction neuve, on s'est dit, on pourrait donner un autre rôle au neuf, au-delà d'adresser les sujets comme il faut, entre l'énergie blanche et l'énergie grise, donner un autre rôle au neuf. Un, de servir de terrain d'expérimentation. Tiens, très bien, ça fait peut-être écho avec le programme EQLD. Donc servir de terrain d'expérimentation, à la fois évidemment pour le neuf lui-même, mais aussi pour mettre au point des dispositifs dont l'objectif pourrait être de faire de la transposition et de la massification sur l'existant. Donc utiliser finalement, d'une certaine manière, le neuf comme un territoire, un laboratoire finalement pour l'existant. Et puis aussi de se dire, à plus grande échelle, utiliser, ou pas à plus grande échelle d'ailleurs, mais en tout cas en sortant du périmètre, utiliser le neuf comme effet de levier pour rétroagir de manière positive sur son territoire d'accueil. C'est pas rien. Ça veut dire, par exemple, quand je fais une opération, plutôt que de toujours regarder ce que j'ai pris à l'environnement, vous savez, tous les indicateurs des référentiels environnementaux mesurent finalement la quantité de ressources que l'on a pris pour soi. Par exemple, le facteur de lumière du jour, c'est le ratio entre la quantité de lumière qu'on arrive à faire entrer chez soi par rapport à la lumière comme ressource dans la voûte céleste. Donc en fait, tous les indicateurs environnementaux sont des indicateurs performantiels de prélèvement d'une ressource pour soi. Moi, je pense qu'on peut penser, on peut, évidemment qu'il faut continuer à penser comme ça, mais il faut penser le mouvement inverse, c'est-à-dire quand je construis, finalement, qu'est-ce que je peux apporter autour? Est-ce que mon bâtiment peut permettre de rééclairer un bâtiment déjà existant, déficit d'éclairement? Est-ce que mon bâtiment peut devenir un connecteur pour réactiver finalement une forme de continuité verte qui aurait été sectionnée? Est-ce que mon bâtiment ou mon quartier peut servir à faire venir un réseau d'énergie extrêmement décarboné, avec l'objectif non pas de le faire pour lui, mais de réalimenter, d'alimenter des bâtiments adjacents ou alentours, ou même d'ailleurs de pouvoir peser en termes de décarbonation dans le réseau pour alimenter, donc de manière, les déjà raccordés. Donc en fait, c'est comment on pense en permanence l'externalité. Alors, externalité positive, ça veut dire que c'est dehors, mais finalement, comment on internalise les externalités dans le projet. Et si le neuf est utilisé de cette façon-là, on a un levier incroyable pour finalement entraîner, agir, engager l'existant, dont on vient de dire qu'il était l'essentiel de ce qui est là, et de là où il y a réellement des gisements. Donc le neuf comme effet de levier pour rétroagir, interagir sur son territoire d'accueil. On a fait ça par exemple sur l'écoquartier Hoche à Nanterre, où grâce à l'écoquartier, 1000 logements nouveaux, on arrive à mutualiser, à faire venir une chaufferie biomasse. En fait, on s'en fiche pour l'écoquartier Hoche. Bon, c'est très bien, les gens qui vont habiter là vont avoir une énergie décarbonée. Mais en fait, l'objectif, c'était surtout d'arriver à mutualiser avec la cité de logement social à côté, qui, elle, était sur une chaufferie fuel un peu vétuste. Il y avait un programme de rénovation des façades, mais était sur une consommation à la fois d'énergie qui était 5 fois plus élevée que notre écoquartier. Et surtout, alors, en plus du logement social, donc avec des problématiques de péréquation entre le loyer et le coût d'énergie, et qui était en plus sur une énergie extrêmement carbonée, puisque c'était une chaufferie fuel lourd. Et du coup, ça c'est l'objectif qu'on donne pour le neuf. Et l'existant, ben évidemment, agir sur l'existant pour à la fois, peut-être fondamentalement même, pour donner envie d'aimer l'existant. Et c'est quand même un vrai sujet. À la fois, pourquoi y a-t-il 3 085 000 évidemment, il y a leur localisation, mais c'est à la fois fragile, c'est pas suffisamment qualitatif. Donc comment agir sur l'existant pour donner envie d'aimer l'existant? Pour le logement lui-même, donner envie finalement d'aimer la densité, puisqu'on voit bien que c'est là où il faut intervenir aujourd'hui, dans l'existant, en surélévation, dans les friches, dans les sols déjà artificialisés, etc. Et aussi, tout à l'heure, on a parlé de bâtiments inappropriés à leur usage, mais il faut aussi avoir en tête quand même qu'il y a, toujours statistique INSEE, il y a en gros près de 25% des logements qui sont considérés comme difficiles ou trop coûteux à chauffer. On ne s'en rend pas compte suffisamment.
On est toujours en train de travailler sur toujours l'optimisation de la consommation d'énergie de la production neuve, mais il y a près de 1 logement sur 4 qui est considéré difficile ou coûteux à chauffer. Donc, je ne sais pas si j'ai pas oublié une troisième idée. Parmi ces 3 idées, il me semble qu'il y en avait, c'était 3 x 3, quelque chose comme ça. Enfin, bon. J'ai besoin d'un peu de métrique comme ça, sinon... Alors, ça me fait arriver sur un autre récit, facile à prononcer, qui s'appelle Inéquité climatique. Il y a beaucoup de cas de C. Ça dit quoi? On vient de parler d'ailleurs des 25% des logements qui étaient difficiles ou trop coûteux à chauffer. C'est un phénomène... c'est quelque chose qui me perturbe un peu. C'est qu'on le dit à l'échelle internationale, on dit finalement les pays les plus pauvres et les personnes les plus pauvres en fait, subissent de manière la plus frontale et la plus directe les conséquences en fait, des émissions cumulées, historiques, des pays et des personnes les plus riches. Sur le logement, c'est très vrai aussi. On voit bien ce qui se passe quand il y a une crise sanitaire ou quand il y a une canicule à Paris. La plupart des gens quittent leur logement parisien pour aller dans la première résidence secondaire ou la deuxième résidence secondaire selon le climat. On va en Bretagne parce qu'il y a l'air frais atlantique qui permet de se rafraîchir. Donc ceux que j'appelle les voyageurs climatiques volontaires, n'ont pas trop de problèmes. Finalement, ils peuvent vivre avec l'aléa climatique et avec l'indéterminé du climat. Les autres, ceux qui habitent, quand ils habitent dans un logement, dans un seul logement, qui malheureusement est souvent en plus suroccupé, qui malheureusement encore est souvent celui qui est mal construit, pas fini, pas isolé, mono-orienté, pas protégé du soleil, la façade n'est pas épaisse parce qu'une façade épaisse ça coûte cher, le traversant ça coûte cher, donc du coup, en fait, eux sont dans des situations qui sont totalement pathogènes et eux ne peuvent pas voir venir, eux ne peuvent pas encaisser les aléas et eux ne peuvent pas se déplacer géographiquement pour aller chercher un endroit plus clément. C'est ce que j'appelle donc l'inéquité climatique. Pendant cet été 2022, qu'on a tous connu, on en est tous sortis, en tout cas tous ceux qui sont là, enfin moi moyen, mais c'est n'importe quoi, excusez-moi. En tout cas, il y a eu des relevés de température qui ont été faits dans une résidence d'Aubervilliers où les températures dépassaient 50 degrés. Est-ce raisonnable? Donc en rentrant de cet été, d'ailleurs, la première opération sur laquelle on a travaillé, j'ai dit aux promoteurs avec lesquels on était, donc il me dit, bon, qu'est-ce que tu as envie qu'on développe comme axe sur ce projet? C'est un projet dans lequel il y avait de la démolition-reconstruction et des bâtiments existants. Je lui dis, la première chose, c'est qu'on prend une partie du budget de l'opération pour améliorer les bâtiments existants. On leur fait des façades un peu épaisses. On arrive à recréer des traversants en utilisant des gaines de ventilation pour arriver à faire en sorte que eux aussi puissent encaisser finalement les aléas climatiques et la canicule. Et t'es d'accord? C'est plutôt bien. Donc prendre une partie du budget du neuf, ça aussi c'est le neuf à externalité positive ou comme effet de levier, c'est des choses qu'on a montées avec des notions de bourse de durabilité, par exemple sur Bordeaux Atlantique ou sur l'île de Nantes, comment ponctionner une partie du budget, donc là où il y a beaucoup d'ingénierie, de matières grises, de moyens financiers, pour arriver à trouver des effets de levier pour agir là où on n'a pas directement les moyens. Voilà, inéquité climatique. Il faut que je respire un peu. Ça donne chaud. Alors, bon, l'été 2022, c'était comment pour vous? Eh bien, ce nouveau récit s'appelle « Le Sud comme horizon ». J'aime bien dire d'ailleurs, les crises, finalement, c'est le futur dans le présent, ou le présent au futur. Il faut au moins se servir de ces crises, parce qu'on a tous souffert de la crise sanitaire, on a souffert de cet été 2022. Donc, apprenons de ces crises. La vraie chose intéressante de ces crises, c'est qu'à chaque fois que vous amenez devant des décideurs, des opérateurs, l'idée de, vous savez, demain, il faut prendre en compte l'aléa climatique, il faut travailler avec les scénarios du GIEC, il faut travailler en anticipation des augmentations de température, des épisodes caniculaires, des risques de submersion marine, des inondations, etc.
Ouais, bon, tout ça, c'est dans les rapports. Depuis la crise sanitaire, c'est un peu moins, c'est plus dans les cerveaux d'ailleurs que dans les rapports. Et depuis l'été 2022, plus personne n'ose dire que la canicule n'existe pas, n'est pas un problème, et que le changement climatique n'est pas là, et que oui, en effet, il faut se préparer. Donc c'est la question de l'adaptation. Vous savez qu'il y a deux grandes catégories d'actions en écologie. Les stratégies d'atténuation, agir pour infléchir les courbes et éviter que les choses arrivent, ou en tout cas se mettre sur les trajectoires moins graves, moins dures. Et l'autre, c'est de se dire, alors en France, on a beaucoup fait d'atténuation pendant des années, en se disant il faut lutter contre le changement climatique, mais en oubliant que le changement climatique, de toute façon, il était là. Dans les scénarios du GIEC, il y a toujours une augmentation. C'est pas comme ça si on fait rien. C'est soit ça, si on fait rien, soit ça, et si on fait vraiment bien, c'est ça, mais il y a toujours une augmentation. Donc une fois qu'on se dit finalement, les choses, enfin les dynamiques sont en cours, les choses arrivent, enfin vont arriver et arrivent déjà, d'où l'intérêt au moins de la crise, parce que l'été 2022, c'est se prendre le rapport du GIEC en pleine figure. Donc on ne peut pas dire « Ah ben non, je n'ai pas eu le temps de le lire, etc. » On l'a pris. Mais tant mieux, mais du coup, il faut prendre les leçons. Et cette histoire du coup d'adaptation, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'enjeu numéro 1, enfin numéro 2, enfin, il est concomitant à l'atténuation. Il faut évidemment continuer à faire le maximum sur l'atténuation, donc gagner de l'énergie là où elle est, gagner en énergie grise, en carbone là où il est, et il faut s'adapter. L'adaptation, ça change évidemment beaucoup les choses, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, les acteurs de la ville on leur demandait plutôt d'être des bons perspectivistes, dans le sens de donner à voir de manière la plus réaliste possible les données connues du passé et du présent. En gros, c'est la perspective. En fait, on doit devenir aujourd'hui des bons prospectivistes dans le sens d'anticiper au mieux les données inconnues de demain. Elles sont connaissables, il y a des rapports, il y a des scientifiques qui disent des choses, il y a une incertitude en fonction de l'effort collectif, etc. Mais en tout cas, c'est donner à voir ou c'est anticiper des conditions du futur. Donc ça nous place dans une approche prospective, ça oblige à travailler un peu différemment, il faut intégrer finalement à la fois la prospective, donc les scientifiques dans les projets. Malheureusement, on a du mal à faire rencontrer le monde de l'urbanisme et les scientifiques. Donc comment on arrive à faire ces croisements? On pourrait aussi intégrer d'ailleurs des spécialistes de la scénarisation et de la fiction dans les équipes, des auteurs, des écrivains, enfin des auteurs, des réalisateurs, peut-être pas ceux qui sont à la base de Line en Arabie Saoudite, parce qu'il y avait pas mal de gens du cinéma qui ont dessiné, enfin qui étaient à la manette dans le dessin de cette ville, mais en tout cas en prendre des bons coins. Mais en tout cas, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant si on se met dans cette approche prospective, c'est de se dire comment dois-je concevoir demain, finalement, comment entrevoir demain? Par rapport au climat toujours, en fait, le changement climatique est en œuvre, il y a une remontée des températures du sud vers le nord et une descente des températures du nord vers le sud, quand on est dans l'hémisphère sud. Donc finalement, notre horizon temporel, il se trouve quelque part à une certaine latitude. Donc nous hériterons tous d'un sud, c'est ça l'idée du sud comme horizon, comme nous sommes nous-mêmes le sud de quelqu'un. Ça marche dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, il faut évidemment inverser le nord et le sud. Donc je trouve ça assez beau, puisque en astrophysique c'est la même chose. Vous savez que pour essayer de comprendre les premières minutes de l'univers, il faut essayer d'aller le plus loin possible pour courir après la lumière, qui va très très vite, 300 000 km/s. Donc là, on peut faire le voyage de manière un peu plus lente, mais si on veut essayer de s'entrevoir dans l'avenir, finalement, il faut se déplacer vers le sud. C'est un voyage assez facile à faire pour comprendre ce qu'il y a à apprendre de là pour construire aujourd'hui qui servira demain. Et ça change tout, parce qu'on va apprendre une façon différente de concevoir des murs épais, peut-être des traversants, des patios pour se rafraîchir, un espace public utilisé différemment, la présence végétale, la présence de l'eau. Donc finalement, nous avons un sud comme horizon, apprenons de ce sud. Je ne vais pas être trop long sur ce qu'on peut apprendre du sud, mais quand même, si.
J'aime bien dire que dans le bassin méditerranéen, il y a une forme de proto-écologie, c'est-à-dire que c'est là où on a inventé quelque part l'environnement, dans le sens plutôt d'une intelligence d'adaptation à un milieu. Depuis, on a inventé l'environnement plutôt quantitatif, ce que je pourrais appeler l'environnement comme abstraction, d'une certaine façon, et maintenant on sait des choses, donc l'environnement comme abstraction, donc basé sur des modèles mathématiques, des scénarisations, des indicateurs. Il faut arriver à marier l'environnement comme abstraction et l'environnement comme milieu. Donc le Sud comme horizon, voilà, ça donne beaucoup de perspectives, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, concevoir à Saint-Ouen en regardant ce qui se passe à Séville. Et si on arrive à faire ce lien, enfin si on fait ce lien entre climat, histoire et culture, parce que c'est assez lié, on a tendance à séparer le climat en parlant plutôt des données quantitatives du climat et des données scientifiques du climat, mais il y a des modes de vie en rapport avec un climat, il y a des modes d'être. On ne parle pas de la même façon, on ne reste pas dans l'espace public de la même façon, etc. Donc si on lit climat, histoire, culture, cette histoire du Sud comme horizon, bien sûr que ça fait frémir certaines personnes. Finalement, plutôt que le grand remplacement culturel, il faudrait peut-être anticiper une forme d'hybridation comme culture, chose que je trouve assez belle. Donc finalement, se déplacer vers le Sud pour s'entrevoir et se comprendre demain. Récit suivant. Allez, on suit. Il me reste combien de temps ? Combien ? 15. De la géographie à l'intime. On vient de parler du Sud, enfin de l'été. On vient de parler du Sud comme horizon. Si on parle du confort d'été, c'est le grand sujet aujourd'hui. Comment arriver à faire le confort d'été ? Donc on demande à des concepteurs de bâtiments, faites-nous un bâtiment confortable en été. Moi j'aime bien dire finalement ces questions-là, comme toutes les questions, les enjeux écologiques et les questions environnementales, sont des questions... Enfin, alors je suis obligé de passer par un petit préalable, qui est que sur cette idée de la continuité. Originellement, les phénomènes écologiques sont des phénomènes continus. Ce sont les humains qui créent de la discontinuité. On coupe, on sépare, on fait des frontières, on fait des périmètres, on fait des murs, on fait des parcelles, enfin on fait un cadastre, on fait des parcelles, et puis évidemment la discontinuité la plus forte, ou la rupture de continuité la plus forte, c'est le mur. Et après on invente les contrats de la discontinuité, donc les contrats de la séparation. Tu es propriétaire ici, tu n'es pas propriétaire là, tu es privé ici, tu es public là. Il y a un enjeu, enfin cette séparation a souvent altéré énormément de cycles ou de phénomènes écologiques. Donc il y a un enjeu aujourd'hui que j'appellerais un enjeu de la non-discontinuité, pour pas dire continuité, parce que continuité c'est originel. Donc soit on s'érige comme nature ou comme divin, mais plutôt fabriquer de la non-discontinuité, donc arriver à retrouver des ouvertures, des porosités, etc. Petit préalable pour dire que si on s'intéresse au confort d'été, on sait les enjeux du confort d'été, se protéger du soleil et utiliser un allié qui est la brise, donc le vent canalisé en brise. Une fois qu'on dit ça, le vent, très bien. Comment puis-je me rafraîchir avec une brise fraîche, une brise rafraîchissante ? Donc, on imagine le mouvement, je suis dans mon logement, j'ouvre ma fenêtre. Que se passe-t-il ? Peut-être rien. Il va falloir que je regarde en tout cas il va falloir que je change d'échelle. Sur quoi donne ma fenêtre ? Évidemment, déjà, si elle donne sur un environnement polluant ou bruyant, c'est un peu compliqué. Mais sur quoi donne-t-elle ? Elle va donner sur un espace public qui a une qualité. Est-il végétalisé ? Y a-t-il de l'eau ? Est-il capable d'ailleurs de prendre cette brise ? Puisque le rafraîchissement, ça se fait avec 3 éléments, le vent, le végétal et l'eau. Avec ça, on arrive à fabriquer, c'est les 3 ingrédients du rafraîchisseur adiabatique naturel, historique, le linge qu'on met dans une bassine, qu'on met à une fenêtre. Donc, y a-t-il finalement du vent, enfin la brise dans cet espace public ? Ça va poser évidemment la question en dézoomant de sur quoi donne la rue sur laquelle moi-même je donne ? Est-elle en connexion avec d'autres rues plus importantes qui elles-mêmes, ou espaces publics qui eux-mêmes ont réussi à canaliser, à récupérer ce vent ? Et comme ça, en dézoomant, finalement, on va se rendre compte que cette brise, c'est une question de géographie qui va
finir par nous demander quelle est la forme de cette ville, quelles sont ses porosités par rapport au territoire vide qui l'entoure. Ces vides sont-ils eux-mêmes des vides rafraîchissants? Y a-t-il un espace, un plan d'eau? Y a-t-il un espace végétalisé en amont? Et en fait, il y a comme ça à la fois ce travelling arrière pour dézoomer de ma fenêtre à la géographie et cette forme de continuité qui fait que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Les cours Oasis, par exemple, on agit juste sur une cour, ça marche un peu, mais pas complètement. Parfois, il faut remonter la chaîne. Parfois, d'ailleurs, ça pourrait même obliger, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, à démolir certains bâtiments parce que finalement, ils bloquent le vent pour 100 bâtiments derrière. Encore une question de, finalement, solidarité. Peut-être qu'un bâtiment qui bloque le bien-être de 100 derrière, faudrait-il le détruire, celui-là? En tout cas, on voit bien qu'il y a cette forme comme ça à la fois de continuité et de cohérence scalaire et de dézoom. Mais après, imaginons que tout se soit bien passé, que je sois dans un quartier neuf où tout a été pensé comme ça, ou que je sois dans une ville adaptée où tout a été transformé comme ça. J'ouvre ma fenêtre, il ne se passe rien. Pourquoi? Ça va dépendre de l'épaisseur de mon logement. Est-il traversant ou pas traversant? De l'autre côté, s'il est traversant, sur quoi donne l'autre fenêtre? Ai-je la possibilité de l'ouvrir? Et donc on voit comme ça que maintenant on fait un travelling avant et on va rentrer dans la cellule logement jusqu'à se dire, finalement, j'ai réussi à faire quelque chose de traversant. Il y a bien des pressions de vent différentes sur les façades, parce que double orientée, tous les deux orientés sur les mêmes vents dominants, il ne se passe rien. Donc souvent on dit par abus de langage, c'est traversant parce que c'est bi-orienté. Si les deux faces se prennent le vent comme ça ne va pas marcher. Donc, imaginons que ça soit bien conçu, ce qui interroge quand même l'épaisseur des bâtiments, la hauteur. On sait aussi que plus c'est haut, plus ça ventile en profondeur, etc. Et ça va finir par interroger l'organisation du logement lui-même. Puisque si on dit j'ai fait une zone jour, une zone nuit, et que toutes les portes sont fermées entre le jour et la nuit, finalement, cette continuité ou cette porosité aérolique, elle ne va pas se faire. Donc peut-être faut-il dessiner soit des pièces qui arrivent à passer d'une façade à une autre, soit dans des portes intégrer un petit volet de ventilation, un peu comme Corbu dans le couvent de la Tourette, où à côté de la porte, il y a une petite grille. C'est un petit volet il y a un petit volet en bois. J'ouvre ou je ferme. Ça dit deux choses. Un, j'ai besoin d'être isolé ou je suis en rapport avec la communauté. Et deux, évidemment, comme les chambres du couvent de la Tourette sont des chambres traversantes entre façade et coursive du cloître, en fait, si j'ouvre, ça ventile tout seul. Donc ça veut dire que peut-être faut-il aussi penser l'organisation de la cellule logement elle-même pour trouver cette forme de continuité et cette porosité aérolique. Donc on voit bien que finalement, cette question de la brise, comme allié pour le confort d'été, en fait, elle interroge toutes les échelles de l'intime. On vient de parler de quelque chose quand même. Alors même, mettre une grille, parce que de dire il faut laisser la porte ouverte, vous savez que les ados adorent pas ça. Donc je ferme ma porte parce que je suis ado et j'ai décidé que de toute façon je voulais pas voir mes parents et encore moins leurs amis. Et par contre j'ouvre ma grille de ventilation parce que ça me fait du bien pour moi et je vais même faire du bien à mes parents et même à leurs amis. Finalement, ils vont avoir moins chaud. Donc finalement, on voit bien qu'une question aussi essentielle que faites le confort d'été sans moyens actifs parce que la clim c'est pas bien, alors que le chauffage ça paraît bien. Enfin, on n'a jamais interdit le chauffage. Du coup, en fait, ça interroge tout de façon scalaire. C'est pour ça que je dis de la géographie à l'intime. Suivant. Moins plus plus égale combien? Bon, ça c'est c'est un petit. Stéphanie m'a entendu la semaine dernière là-dessus. C'est sur la question de sobriété. Aujourd'hui, on dit sobriété. Sobriété, c'est bien. Bien sûr que c'est bien. Nous, depuis 17 ans, on dit sobriété. En fait, juste une petite remarque, quand même, sur le fait que si on érige la sobriété comme dogme, encore faut-il savoir ce que veut dire sobriété. Sobriété, c'est moins. À la base, c'est moins boire, mais sobriété, c'est moins. Moins de matière, moins de matériaux déplacés, moins de hauteur sous plafond, etc. En fait, ça interroge fondamentalement la qualité d'usage. Il y a une grande contradiction qui se joue, qu'il faut arriver à résoudre en termes de dialectique. Encore une fois, une question, je ne l'ai pas encore dit, mais une question d'équilibre, parce que tout se joue dans la recherche des meilleurs équilibres, entre
la sobriété qui conduit à faire moins et la qualité d'usage qui conduit souvent à faire plus. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles finalement une partie de nos 3 85 000 logements sont vacants ou que on n'a pas envie d'habiter dans des centres-villes. C'est trop petit, c'est pas assez haut sous plafond, il n'y a pas d'espace extérieur, il n'y a pas assez de fenêtres, je donne encore sur une petite rue, je ne peux pas m'éclairer suffisamment, j'ai pas assez d'espace vert, j'ai pas assez d'espace libre, j'ai pas assez d'espace vert, donc j'en veux plus. Évidemment, je vais aller là où je peux avoir plus, avec les mêmes moyens. Donc ça interroge fondamentalement. Sobriété, qualité, ce sont deux valeurs quasi antithétiques. Donc comment arriver à trouver le bon équilibre entre tout ce que je viens de raconter? En fait, c'est assez géométrique et assez morphologique. Donc comment se définir les invariants morphologiques de la qualité pour ensuite travailler plutôt sur la sobriété du mieux. C'est-à-dire on peut chercher de la sobriété matière sans avoir réduit d'abord la quantité de matière, parce que derrière la quantité de matière, il y a des notions aussi bêtes, mais essentielles, que la hauteur sous plafond, ou que la quantité de fenêtres, ou que la façade épaisse qui permet de s'autoprotéger du soleil. Si on enlève tout, c'est sobre, mais ça ne marche pas. Donc attention, parce qu'une fois qu'on dit sobriété, il y a bien quelqu'un qui va inventer le label de la sobriété avec un indicateur. Bing, vous avez 110, c'est naze, vous avez 80, c'est bien. Et derrière, il aura fallu réduire des quantités obligatoirement, puisque quand on fait des bilans carbone ou des bilans sobriété, ça sera des quantités fois des qualités. Et en fait, en environnement, les indicateurs pertinents sont des indicateurs duals, quantité, qualité. Pensez à ça. Parfois, pas réduire les quantités, mais du coup augmenter les qualités pour que quantité fois qualité soit meilleure finalement, sans avoir eu à réduire les quantités. Et puis, il y a la question, évidemment, c'est sobre aujourd'hui, mais c'est la question aussi du sobre demain. Et pour être sobre demain, ça veut dire aussi, ou en tout cas qualitatif demain, on va le dire plutôt comme ça. Finalement, on se rend compte que toute la question de la réversibilité, parfois, ou de la capacité finalement de changer d'état, de changer d'usage, c'est parfois en donnant plus aujourd'hui. On avait fait la démonstration, par exemple, dans l'immeuble de rapport haussmannien, dans l'exposition Paris-Haussmann au pavillon de l'Arsenal, où on avait dit la capacité de réversibilité, donc de versatilité finalement de l'immeuble de rapport, elle se joue dans le plus de vide et le plus de matière. Sauf que le plus, aujourd'hui, ça s'appelle du gaspillage, donc aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Mais en tout cas, il faut penser à, finalement, quelle quantité de matière ou quel effort je peux mettre aujourd'hui pour un effet aujourd'hui, mais pour un effet aussi demain. Donc, des exemples, la question de la hauteur capable. Pour faire sobre, il faut faire le plus bas possible, au moment où tous les labels BBC et autres, qui sont des labels justement de la sobriété, sont sortis. Il valait mieux faire des bâtiments les plus compacts possibles, les plus épais possibles, donc la généralisation du 18 mètres en tertiaire et du 16 mètres en logement. Les logements les moins hauts possibles, 2,50 m c'est bien. Si vous faites 2 mètres, par rapport juste à ce que je viens de dire, évidemment, si vous transposez de manière assez littérale, si vous faites des logements de 2,80 m de hauteur sous plafond, il y a 30 cm en plus, qu'il faut se payer en quantité de matière, donc en linéaire de façade, hauteur fois linéaire de façade, donc coefficient de compacité fois hauteur. Il faut chauffer. Donc à un moment, l'application des labels BBC de manière brutale, ça laissait entendre qu'il valait mieux faire compact, il valait mieux faire épais, il valait mieux faire pas trop vitré, pas trop de balcons parce qu'il y a des ponts thermiques, et pas trop haut sous plafond parce qu'il y a de la matière et du chauffage. Donc c'est ça vraiment cette question de attention, dualité, sobriété, qualité. Sauf que la hauteur, elle permet plein de choses. À la fois, c'est une qualité d'usage essentielle. Tous ceux qui ont eu et qui ont la chance d'habiter dans un logement un peu haut se rendent compte à quel point c'est qualitatif. Ça permet de faire entrer plus en profondeur la lumière, ça permet de faire entrer plus en profondeur l'air et donc de se ventiler, etc. Ça a des vertus évidemment en termes de confort d'été. Dans les logements haut sous plafond, ça marche un peu tout seul. En fait, il y a l'air chaud qui s'accumule en partie haute. Donc il y a comme si en fait, on avait une forme de strate habitée et de strate des éléments dans lesquels il peut y avoir de la chaleur. Si on redessine les fenêtres autrement, qu'on fait des fenêtres verticales avec la partie supérieure qui s'ouvre, en fait, on peut même créer le courant d'air, donc alimenter la strate supérieure sans déranger les occupants. Il ne faut pas les mettre en courant d'air avec les fenêtres qui claquent, etc. Mais redessiner
bêtement, enfin très simplement la fenêtre, c'est pas très bête, hein, mais de dessiner très simplement la fenêtre et de créer ce courant d'air dans un bâtiment traversant, ça veut dire qu'on active la strate supérieure et on laisse les gens tranquilles parce qu'ils sont là pour habiter, pas pour devenir des machines climatiques. Et la hauteur sous plafond, ça a aussi une vertu essentielle qui est qu'on peut se densifier sur soi-même, quelque part. Quand, dans un centre-ville très chic, très cher, on a réussi à se payer enfin un logement, un T2, parce qu'on est deux, il y a la question de la typologie dont je parlais tout à l'heure, mais bon, un T2, le problème c'est qu'au premier enfant, soit on a vraiment les moyens, soit, quoi c'est fini ? Ah ben zut. Soit il faut changer de couronne. Et à chaque nouvel enfant, il faut changer de couronne. Donc à 5 enfants, il faut se retrouver en 5e couronne. En fait, ce qui est quand même pas mal avec la hauteur, c'est qu'on peut installer une mezzanine et voir venir. Ça ne veut pas dire qu'on pourra rester là à vie. Mais finalement, on peut transformer un T2 en T2+, et peut-être après en T2++. Donc ça donne le temps de voir venir et d'encaisser l'aléa, etc. Là, j'ai vraiment fini le temps ? Hein ? Je peux déborder un peu ou pas ? Mais on va pas aller à 42, hein, si vous avez bien compté, on est loin. Hein. Donc, un autre terme que j'aime bien aussi, c'est... En fait, ce qu'on vient de voir juste avant, ça s'appelle la générosité des vides. Et la générosité des vides, finalement, pour voir venir et encaisser les aléas et retarder la décision. Il y a un autre terme que j'aime bien qui est la question de l'hyperstaticité. Vous connaissez, en descente des charges, on fait une descente de charge et on va mettre en œuvre la matière qui est strictement nécessaire pour tenir les charges. Donc on fait des structures, quand c'est strictement nécessaire, ça s'appelle isostatique. On ne peut pas construire des structures hypostatiques, sinon elles tombent, mais souvent, on construit avec un degré d'hyperstaticité faible, parce que pour faire plus hyperstatique, il faut plus de matière, il faut plus de résistance, donc gaspillage et coût. Et en même temps, j'adore cette histoire de l'hyperstaticité en prenant l'exemple de la chaise. Une chaise isostatique, c'est une chaise à 3 pieds. Il faut qu'il soit bien disposé, évidemment. Vous pouvez à peu près vous poser sans tomber. Une chaise à 2 pieds, c'est vraiment très difficile. Donc là, elle est hypostatique. Une chaise à 4 pieds, c'est hyperstatique de degré 1. On pourrait imaginer faire des chaises à 5, 6, voire 7 pieds. Ça aurait quoi comme avantage ? Vous pouvez casser un pied, ça reste chaise. 2 pieds, elle reste encore chaise. 3 pieds, etc. Et en fait, c'est une réflexion sur le fait que plus c'est hyperstatique, plus vous avez la capacité de voir venir, encore une fois, et d'encaisser des aléas, des petits incidents. Casser un pied d'une chaise à 7 pieds, c'est pas très très grave, sans passer en mode dégradé et sans finalement faire tomber la structure. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener encore une fois là-dessus. Ça, c'est plutôt la générosité du plein, cette fois-ci, ou de la matière pour voir venir. Et puis, qu'est-ce qu'il y a après ça ? Parce qu'il faut absolument... Ouais, ok. Rapidement, du coup, le commun comme projet. Bon, je pense que dans tous vos projets, vous interrogez beaucoup la question des communs. C'est essentiel. Moi, j'aime bien dire, on a passé notre temps, encore une fois, à faire du collectif, finalement, qui crée plutôt un sentiment d'individualisme. Il faut aujourd'hui faire du collectif qui donne envie d'aimer le collectif. Et en fait, l'essentiel, on vient de le dire, il y a la qualité des logements eux-mêmes, mais il y a la qualité des parties communes. L'immeuble classique qu'on a vu émerger et répéter X fois de 2000 à 2015, on va dire, c'était le plot, 4 logements d'angle, en disant qu'ils sont tous traversants, c'est faux, ils sont juste tous les 4 bi-orientés, et au centre, la pauvre partie commune, toute raide, toute petite, dans le noir, évidemment, et qui tombe sur le rez-de-chaussée avec la rupture de l'ascenseur pour des questions de sécurité incendie, pour descendre dans le parking. Donc on arrive dans son parking, on change l'ascenseur, on prend l'ascenseur, on change l'ascenseur, hop, on monte. Là, on arrive sur un palier. Évidemment, économie d'énergie, il est dans le noir. Donc on a un peu peur au moment où la porte s'ouvre que ce voisin se soit transformé en serial killer. Mais enfin, on a trouvé le bouton de la minuterie où ça se déclenche tout seul. Et donc là, il y a un voisin, miracle. Je vais parler avec lui. Ça dure 30 secondes, parce qu'après la minuterie s'arrête. Donc il faut appuyer. Je fais ça 5 fois, et puis au bout d'un moment, mon voisin devient vraiment barbant. Là, il faut que je pense en permanence à rallumer la lumière. Mais bon, ça c'est une petite histoire pour dire finalement, il faut s'intéresser à l'essentiel quand on parle des communs, qui sont ces parties communes. Le degré 0, c'est le palier. Un palier éclairé naturellement, une circulation éclairée naturellement, un peu large, avec des endroits traités comme des séjours. C'est finalement donner la possibilité de rencontrer un voisin, discuter avec lui, et puis
construire quelque chose avec lui, soit tiens, j'ai des enfants qui aimeraient bien garder des enfants, ben moi aussi j'ai des enfants, mais ils aimeraient bien se faire garder. Bon, finalement, si on liait un destin commun, etc. Donc en fait, on s'invente plein d'histoires sur les communs. Dans ces parties privatives, on s'invente plein d'histoires aussi, mais encore une fois, tiens, la recherche d'équilibre, on n'est pas trop dans la sobriété. Si on veut éclairer les parties communes naturellement, faire des grandes circulations, évidemment, ça interroge encore une fois la sobriété. Et en tout cas, ça va demander de mettre le bon équilibre entre les parties privatives et les parties communes. Si on veut que tout soit plus grand partout, ça ne sortira pas. Donc, où mettons le bon équilibre entre les surfaces privatives, enfin l'intime, la mise en commun, etc. Donc l'objectif, parce que maintenant il faut que j'aille vite, de se dire finalement, il faut inventer du collectif qui donne envie d'aimer le collectif. Et qui donne finalement le sentiment du collectif. Petite réflexion au passage sur la question de la typologie, puisqu'on a dit finalement c'est peut-être la typologie qui fait mal, plutôt que de revendiquer l'augmentation la typologie elle-même, les surfaces normées, etc., et juste de dire il faut peut-être plus de surface, comme on vient de dire aussi qu'il y avait des phénomènes de décohabitation importants. Moi je me dis qu'il y a tout intérêt à repenser aussi les espaces, pas simplement par leur fonction déterministe et la quantité qu'on leur alloue, mais vraiment par des usages et par des sens. Vous avez tous en tête l'espèce d'espace de Pérec, 1974, qui imagine inventer des pièces liées vraiment à des sensations ou des usages, comme l'humidoir, le palpoir, je vous laisse deviner ce qui s'y passe, voilà, ou basé sur un autre rythme. Tout à l'heure, on a parlé des voyageurs climatiques volontaires, mais on peut même imaginer faire ça dans son logement. Alors là, Pérec prend un exemple qui est un peu trop normatif quelque part, en disant on pourrait imaginer un espace basé sur un rythme heptadien. Il y aurait le lindoir pour le lundi, le mardoir pour le mardi, le mercredoir, etc. Bon, mais au-delà de ça, en tout cas, il y a ça dans les immeubles bourgeois, c'est assez beau. Il y a plein de pièces qui ont plein de fonctions quand même. On invente le vestibule, l'antichambre, l'arrière-cuisine. Donc finalement, plutôt que de vouloir tout mettre dans une même pièce, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que dans une pièce, dans une pauvre chambre de 9 mètres carrés, il faut y mettre son antichambre, son vestibule, son palpoir, son humidoir, son rangement. Finalement, peut-être qu'on pourrait aussi repenser la séparation des usages comme ça pour faire en sorte que les pièces soient des vraies pièces dédiées à un usage. Bon, ça c'était, allez, rapide. Pour dire aussi que peut-être pourrait-on repenser le logement comme contenant à la fois d'usages, d'événements, de rencontres. Donc peut-être scénariser, tout à l'heure on parlait de la scénarisation, avant de dessiner un espace, de se dire, tiens, finalement, tel que je suis positionné, la course du soleil est comme ci, comme ça serait très intéressant que du coup, les enfants qui sont en train de prendre leur bain, parce que c'est toujours un stress quand on est jeune parent, on ne peut pas laisser les enfants dans la baignoire. La cuisine, en général, est à l'autre bout, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, du coup, on ne sait pas entre baigner les enfants ou faire le repas, il faut choisir. Mais comme en général, il faut faire les deux quand même, du coup, on pourrait se dire finalement, tiens, ça serait intéressant que, du coup, depuis la cuisine, j'arrive à voir la baignoire. Peut-être qu'il faut-il juste une ouverture entre la cuisine et la salle de bain. Enfin, déjà mettre la cuisine à côté de la salle de bain. Ensuite, avoir juste une ouverture entre la cuisine et la salle de bain. Et puis, si en plus, il y a un rayon de soleil au moment où on prend le bain, finalement, c'est se raconter des histoires et de la scénarisation comme ça, plutôt sur des événements, et ensuite de se mettre à dessiner l'espace qui permet, donc l'espace qui donne la possibilité de. Et puis, le dernier récit du jour, donc ça fera pas 42, ça fera 14, mais ça, on est sauvé parce que c'est un multiple de 7. Du coup, non, bon. C'est de se dire, si on parle de l'empreinte du logement, vous avez tous en tête les chiffres. Aujourd'hui, en France, l'empreinte carbone d'un citoyen, moyenne d'un citoyen en France, c'est 10 tonnes de CO2. Le budget qui est donné dans les scénarisations du GIEC, c'est, à terme, en 2050, 2 tonnes de CO2. C'est pas rien. Il faut passer de 10 à 2. Enfin, c'est pas que c'est pas rien, c'est colossal. Une division par 5, c'est du jamais vu. Et donc, c'est réellement un changement radical de société qui s'annonce. Et si on regarde, nous, en tant qu'acteurs de la ville, sur quoi on peut agir, en fait, on agit sur le tiers central, les hachures rouges. En fait, sur le milieu physique, on agit sur un tiers central. C'est dans les grandes mailles, ça dépend un peu de l'endroit où on se situe, etc., de la valeur de la mobilité carbonée ou décarbonée en fonction du réseau de transport en commun, mais c'est juste le raisonnement.
Donc on agit sur le milieu physique, c'est-à-dire à la fois sur la construction des bâtiments, sur le choix de l'approvisionnement énergétique qu'on fait ici, donc dans la consommation d'énergie des bâtiments eux-mêmes, leur contenu en énergie grise, etc. La mobilité de proximité, les déchets, etc. Donc on agit sur un tiers central. Si on agit sur... aujourd'hui, vous voyez bien, sur les opérations, on arrive à gagner 25, 30, on peut espérer gagner demain 50% de carbone, hein, j'entends, sur le milieu physique. Mais en fait, on gagnera 50% sur un tiers. Donc on gagnera 17,5%, allez, au mieux 20%. Il en reste 80% qui, du coup, ne sont pas directement adressés par le milieu physique. Or, pour passer de 10 à 2, ben, le gain qu'il faut faire, c'est 80%. Donc c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on est acteur de la ville, on agit essentiellement sur un tiers, sur lequel on arrive à gagner en gros 50%. Donc, ça dit, c'est pas pour ça qu'il faut rien faire, hein. Attention à la question du relativisme écologique en disant, finalement, à quoi bon, quoi. L'aquabonisme, comme on peut dire. Du coup, ça veut dire qu'il faut faire tous, mais c'est une chaîne globale. Donc, faisons le maximum en tant qu'acteur de la ville, mais pensons aussi la capacité finalement la capacité à engager finalement les habitants des lieux que l'on va concevoir à entamer leur propre transition. Donc pensez finalement l'infrastructure de la ville et le logement évidemment dans lequel on passe beaucoup de temps comme plateforme pour engager la transition. Donc comment on arrive à faire en sorte d'inciter, enfin de sensibiliser, d'inciter, pas de dicter, on n'est pas là pour dicter les comportements, mais pour donner la possibilité de, encore une fois, et inciter à des comportements qui vont dans le bon sens, de la décarbonation. Et on peut se dire, inversement, il faut aussi adresser le tiers amont, qui sont des grandes décisions nationales ou internationales, de politique publique, comment on pense chacune de nos réalisations comme des démonstrateurs et des inducteurs, parce que je crois beaucoup à l'invention dans les territoires, et donc je pense que c'est parfait ce programme engagé pour la qualité du logement de demain, de devenir démonstrateur pour engager finalement et faire bouger à la fois des choix nationaux, des politiques publiques, des réglementations. Voilà, on va s'arrêter presque là pour dire que on a fait 14 récits sur le 42, sinon il fallait 5 heures moins 6 minutes, je vous avais annoncé. Et donc, le dernier s'appelle le récit des récits, évidemment. Il annonce à la fois des choses qu'on a présentées ici, qui sont de l'ordre des récits macro ou des récits transition, des récits territoriaux. Il y a des récits de conception, il y a des récits d'usage. Et puis, voilà, je vous laisse... En tout cas, voilà, ce programme permet l'écriture de ces récits. Et puis, je vous laisse évidemment la main pour écrire la suite des récits. Merci.